Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, combien faudra-t-il encore de documentaires, de témoignages, de téléfilms comme celui d'hier soir sur l'enfance brisée de l'IS Loufoque, qui vient mettre en lumière la situation dramatique de la protection de l'enfance qui est à bout de souffle? Le secteur médico-social, les enfants issus de l'ASE devenus adultes ne cessent d'alerter depuis des années. La parole se libère, désormais il faut des actes. Des avancées sont en cours. La loi sur les violences sexuelles, la loi enfance en discussion au Parlement, au Sénat actuellement. Mais il faut aller plus loin. Il faut saisir cette occasion du Sénat et le retour à l'Assemblée nationale pour encore améliorer la loi. Or, c'est l'occasion unique pour votre gouvernement de changer de paradigme. Le temps de l'enfant, je l'ai souvent dit, n'est pas le temps de l'adulte, encore moins celui des politiques et des politiques publiques. La réalité est là, alors agissons et agissons fort. Nous parlons de nos enfants, de notre jeunesse, de l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, en France, 170 000 mineurs sont placés en famille d'accueil ou en foyer et plus de 10 000 sont à l'hôtel. Il faut que ça change. Comment rester aveugle et sourd face à ce terrible constat? Un SDF sur 4 de moins de 25 ans est un enfant placé, souvent non diplômé. La solution, interdire les sorties sèches. Pas uniquement pour des raisons de crise sanitaire, mais par devoir de suppléance parentale. Un réel accompagnement, comme je l'ai proposé, jusqu'à 25 ans pour les amener vers l'autonomie et obligatoire jusqu'à 21 ans. Monsieur le Premier ministre, c'est une vraie refonte du système de la protection de l'enfance qui est engagée. Elle est nécessaire. Il faut une politique transversale. Dans les propositions, il faut des moyens, il faut un cadre national clair, il faut une reconnaissance des éducateurs et des travailleurs sociaux. Le secteur médico-social est en grande souffrance. Il faut la présence d'un avocat pour accompagner ces jeunes. L'histoire de l'IS l'a montré hier, ce n'est plus tolérable. Qu'attendez-vous pour réunir d'urgence la justice, les départements et l'État pour coordonner une politique globale de l'enfance en danger et des enfants placés? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, de la protection de l'enfance et des familles. Merci Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Santiago, il faut. Et oui, c'est ce que nous faisons effectivement, et c'est ce que nous faisons effectivement depuis 3 ans pour protéger l'ensemble des enfants de notre pays, car au-delà de la seule question de l'aide sociale à l'enfance, vous le savez, un certain nombre de nos enfants dans notre pays sont en danger et pas un gouvernement avait fait autant pour la protection de l'enfance, tant en prévention qu'en protection, que ça soit la lutte contre l'inceste, le seuil de non-consentement, l'amélioration du recueil de la parole de l'enfant avec la création, je l'appelle la détection des violences subies lors des visites médicales à l'école ou encore la prise en charge en soins des enfants victimes de violences sexuelles, sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer demain. Sur l'aide sociale à l'enfance, sujet que vous connaissez bien, le gouvernement, depuis la création pour la première fois de ce secrétariat d'État dédié à la protection de l'enfance, avec les départements, avec les associations d'anciens enfants protégés, avec les parlementaires comme vous et un certain nombre de parlementaires de la majorité ont élaboré ensemble une stratégie de prévention et de protection de l'enfance avec 2 piliers. Un pilier dit de contractualisation qui permet à l'État, sur cette compétence qui est la compétence des départements, d'investir plus de 600 millions d'euros sur cette compétence en faveur des enfants. L'État, par ailleurs, est au rendez-vous de ses responsabilités en réinvestissant sur la pédopsychiatrie, dont vous savez très bien que c'est un des gros problèmes qui touchent les enfants aujourd'hui, et la protection de l'enfance, et notamment ces cas dits complexes qui ont fait l'objet d'un reportage aujourd'hui dans Libération, notamment concernant votre département, sauf erreur, et par ailleurs un projet de loi auquel vous avez effectivement largement contribué, comme l'ensemble de ces bancs ici, qui a été débattu, qui interdit le placement des enfants à l'hôtel, qui interdit la séparation des fratries, qui fait en sorte que chaque enfant qui sort de l'aide sociale à l'enfance ne puisse pas sortir sans solution, qui améliore les parcours de ces enfants qui sont aujourd'hui encore trop cabossés. Nous aurons l'occasion d'en débattre encore. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les entreprises et les ménages français propriétaires de leur habitation paient une taxe foncière, un impôt 100% local, du moins jusqu'ici. En effet, avec la suppression de la TH et votre mécanisme de compensation de recettes aux communes, vous avez tout simplement nationalisé une partie de la taxe foncière. La méthode en soi pose déjà question, mais quand j'observe les résultats, là, les bras m'en tombent. Je m'appuie sur les résultats de l'Institut des politiques publiques. Je cite, j'ouvre les guillemets, « Ces résultats impliquent des transferts de communes en moyenne moins peuplées
et à plus faible revenu vers des communes en moyenne plus urbaines où le pouvoir d'achat des résidents est plus important. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire par exemple que 35 millions d'euros de la taxe foncière payée par les entreprises et les ménages du Puy-de-Dôme vont partir ailleurs. Ça veut dire que 11 millions de taxes foncières payées en Lozère, 9,5 payées en Creuse, 24 payées en Corrèze, 28 payées en Tarn-et-Garonne, 23 dans le Gers, vont profiter à des communes d'autres départements plus riches. Alors qui en profite? Par exemple, les communes de la métropole lyonnaise, le département du Rhône va percevoir à titre de compensation 180 millions d'euros. Et cerise sur le gâteau, les communes des Hauts-de-Seine vont percevoir 351 millions d'euros. Les territoires les moins favorisés ne peuvent compenser l'annulation de TH aux habitants des beaux quartiers. Neuilly-sur-Seine va être compensé à hauteur de 8 millions d'euros, quand Montauban va transférer 9 millions. C'est un véritable hold-up. Comptez-vous corriger ce dispositif dont les conséquences vont aller en s'aggravant? Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires Beaune, vous connaissez parfaitement la fiscalité locale et vous savez quels sont les objectifs de la réforme et de la suppression de la taxe d'habitation. Cet objectif, c'est d'abord de rendre du pouvoir d'achat aux Français, et ça se traduit puisque la suppression de la taxe d'habitation, qui est effective pour 80% des ménages pour les résidences principales et qui a débuté il y a quelques semaines pour les 20% restants, cela représente un gain de pouvoir d'achat de 723 € par an. 723 € par an, alors que dans le même temps, vous ne manquez jamais l'occasion de mettre le doigt sur la question du pouvoir d'achat. Peut-être devriez-vous vous féliciter que nous ayons rendu 723 € par an aux habitants. Nous avons mis en place un système de compensation qui est juste et un système de compensation qui est dynamique. Il est juste parce que nous avons affecté aux communes la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela préserve leur pouvoir de taux, cela préserve une capacité de compensation qui est indexée sur les valeurs locatives. Et vous savez que par rapport à tous les systèmes de compensation de fiscalité locale, le caractère dynamique de cette compensation est inédit et vous l'avez vous-même reconnu à l'occasion des débats parlementaires. Nous avons aussi prévu de compenser la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les départements en leur affectant une fraction de la TVA perçue par l'État. Et cette fraction de TVA, non seulement elle est en dynamique moyenne de 2,8%, mais l'année prochaine, elle augmentera de 800 millions d'euros, ce qui permettra aux départements de faire face à leurs dépenses, tout comme les régions qui bénéficieront de 800 millions d'euros de plus et les intercommunalités à hauteur de 400 millions d'euros. Le mécanisme que vous avez décrit, celui du coefficient correcteur, c'est le mécanisme qui permet à chaque collectivité d'avoir la garantie que la compensation est intégrale et à l'euro près. C'est cette garantie qui est prévue par la loi, c'est cette garantie que nous mettons en œuvre et c'est cette garantie qui permet aux collectivités de garder leurs recettes et aux Français de gagner du pouvoir d'achat. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée, vous ne répondez pas à la question qui est celle de la réallocation de la taxe foncière. Vous avez inventé la solidarité à l'envers. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question Caroline Fiat, députée de Pont-à-Mousson, l'ensemble des députés de Meurthe-et-Moselle et l'ensemble, je crois pouvoir le dire, des élus lorrains dans leur diversité politique. Pouvons-nous imaginer, à quelques semaines de la présidence de l'Union européenne, une Europe, les territoires, les nations de l'Europe qui dépendent pour le cycle de l'eau d'une puissance étrangère, qui soient dépendants pour leur alimentation en eau potable, pour leur défense incendie, pour demain l'assainissement ou encore la lutte contre le dérèglement climatique, de canalisations qui dépendent de centres de décision qui soient en Chine, qui soient à Calcutta, à New Delhi et non plus en Europe. C'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu qui est aujourd'hui celui de l'aide qui a provoqué beaucoup d'émoi, une véritable révolte populaire dans nos terres de Lorraine, autour de l'annonce du soutien du plan de relance à l'industriel, à la multinationale électrostyle indienne, à Arles, dans le sud de la France. Pour nous tous, c'est un cheval de Troie, quoi que vous disiez et quoi qu'on en dise et quoi que disent ces industriels. Elle est inique parce que l'Inde ne reconnaît pas le principe de réciprocité commerciale sur sa propre frontière. Elle est absurde parce que nous sommes sur un marché surcapacitaire. Elle est choquante parce que le 17 mars 2021,
Et je cite l'avis de la Commission européenne. Après le premier jugement de 2016 pour dumping contre l'électrostyle, il ressort des éléments de preuve fournis que le volume et les prix de produits importés faisant l'objet d'un réexamen ont eu une incidence négative qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière, l'emploi et l'industrie de l'Union. C'est du dumping fiscal. Nous refusons cette cheval de Troie. Il ruinerait les efforts de modernisation des sites de Pont-à-Mousson, de RSE, des marchés publics, de l'APD. Nous avons besoin d'un plan de relance qui ne soit pas un accélérateur du dumping. Nous avons besoin d'un plan de relance qui réarme industriellement notre souveraineté en eau potable, qui réarme notre pays sur le plan éthique et sur le plan industriel. Je dois le dire ici au nom des 2000 ouvriers lorrains, mais au-delà, pour une question d'eau potable et de maîtrise de cycle de l'eau, 2000 ouvriers lorrains, leurs familles. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Je suis très surpris, monsieur Potier, de cette polémique sur l'investissement indien. Et j'ai peur que vous cédiez à votre tour à un nationalisme industriel qui ne vous ressemble pas. Le patriotisme industriel, oui. La défense des intérêts français, oui. La relocalisation des activités en France, oui. Mais la fermeture des frontières et la dénonciation de tout investissement étranger en France, là, non. De quoi parle-t-on? D'une entreprise indienne qui s'appelle Electrosteel, qui hésitait pour l'implantation de son nouveau site industriel entre la France et d'autres sites européens. Alors qu'est-ce qu'on préférait? Que Electrosteel s'installe dans un autre pays européen ou qu'on continue à importer les canalisations d'Inde? Eh bien, nous avons fait le choix de soutenir l'implantation d'Electrosteel à Arles, créant 190 emplois sur des canalisations qui ne sont pas les mêmes que celles de Pont-à-Mousson et qui ne font pas concurrence avec celles qui sont produites à Pont-à-Mousson. Eh bien, nous sommes favorables, avec cette majorité, à la relocalisation industrielle, à la création industrielle d'emplois dans notre pays. Nous avons apporté 2,9 millions d'euros de soutien à cette entreprise pour créer des emplois industriels en France, en Arles. Je pense que c'est une nécessité. Quant à Pont-à-Mousson et à Saint-Gobain, et je rappelle que cette entreprise a bénéficié de 10 millions d'euros de soutien de France Relance pour parvenir à se développer, que nous lui avons apporté 2,9 millions d'euros pour acheter un four électrique qui va permettre de moderniser le site de Pont-à-Mousson et moderniser les activités de Saint-Gobain. Il n'y a pas d'opposition entre la relocalisation d'activités industrielles et le développement d'activités industrielles nationales comme celle de Pont-à-Mousson, de Saint-Gobain. Il y a une complémentarité au service d'une seule chose, l'emploi et la puissance industrielle française. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, déserts médicaux. Cette expression est devenue le symbole d'un sentiment profond de relégation en secteur rural, mais aussi en ville. Cette question s'était imposée dans le grand débat, alors que cette urgence n'avait pas été jugée prioritaire par le Président de la République. Renforcée par la crise sanitaire, l'inégalité d'accès aux soins fait aujourd'hui partie des premières préoccupations de nos concitoyens. Cette inégalité n'est pas du seul fait de votre gouvernement, Monsieur Castex. C'est certain. Mais il faut que chacun se mobilise pour le résorber. Je salue les nombreux élus locaux présents dans ces tribunes à l'occasion du Congrès des maires. Ils sont chaque jour sur le terrain et luttent contre cette désertification. Grâce au Sénat, voilà 2 ans et demi, nous avons voté un dispositif qui affecte, pour 6 mois, en zone sous-dense, les internes en fin de cursus. Certes, ce n'est pas une solution exhaustive face à cette injustice territoriale, mais c'est une avancée utile. Ce dispositif adopté contre votre avis, Monsieur le Premier ministre, mais promulgué par le Président de la République le 24 juillet 2019, attend toujours son décret d'application. La procrastination du gouvernement sur ce sujet est coupable. Coupable, car vous n'appliquez pas la loi qui est votée. Coupable, car vous abandonnez de fait des millions de Français et leurs représentants à leur sort. En mai dernier, M. Taquet n'avait rien répondu à la même question posée ici même par Bernard Jomier. Vendredi dernier, sur l'interpellation du président Retailleau, dans cet hémicycle, M. Taquet renvoyait l'éventuelle publication de ce décret au mois de mars, mais rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons une réponse claire, un calendrier précis. Monsieur le Premier ministre, à quelle date allez-vous appliquer la loi de la République tant attendue par les Français, et même si elle ne vous convient pas? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, j'ai déjà eu l'occasion de multiples reprises
de m'exprimer, y compris devant le Sénat, sur ces problèmes de désertification médicale que je connais fort bien pour les avoir, croyez-le bien, vécu dans le territoire qui est le mien. Oui, attendez. Le décret. Il y a beaucoup de gens ici qui nous écoutent et qui savent bien que pour former et trouver des médecins, s'il suffisait d'un décret, ça se saurait, M. Caner. D'où vient le problème? Je m'adresse à la population française. D'où vient le problème? Et tout le monde le sait. C'est que collectivement, nous avons eu un numerus clausus extrêmement malthusien depuis des décennies. Ça vous dérange peut-être, mais c'est la réalité absolue. Absolue. Voyez-vous, M. Caner, lorsque vous étiez aux affaires jusqu'en 2017... Je dérange, Monsieur le Président. Je ne sais pas. Lorsque vous étiez aux affaires jusqu'en 2017, en 2017, le numérus s'il vous plaît, laissez répondre le Premier ministre. Ceux qui nous écoutent, il était encore inférieur à ce qu'il était en 1972 quand il a été créé. Et maintenant, on fait semblant de s'étonner qu'il manque de médecins dans ce pays. Et on voudrait croire que la publication d'un décret va y remédier. Bien sûr que non, monsieur le sénateur. Bien sûr que non. À qui ferez-vous croire ça? Je sais bien qu'on est en période électorale, mais on ne peut pas prendre des vessies pour les lanternes. Monsieur, dame, nous avons, cette majorité a eu le courage d'abroger le numerus clausus. Mais tout le monde comprend que ça prendra plusieurs années, car on ne forme pas un médecin en 2 ans. Alors à côté de ça, nous faisons tous sur le terrain, avec les maires, tous les efforts. Et la disposition dont vous parlez, je le dis devant vous, et il y a déjà été répondu par le ministre des Solidarités et de la Santé, y compris les difficultés d'application. Elle n'a pas été votée à l'époque où j'étais Premier ministre. Vous dites que je m'oppose, je me suis opposé à rien, M. Caner, et vous le savez bien, et vous le savez parfaitement. Donc cette disposition, avec toutes les difficultés techniques de mise en œuvre qui avaient été rappelées au moment de son vote, nous nous employons à ce que, d'ici le printemps prochain, elle puisse se déployer le mieux possible. Monsieur le Président Caner, vous avez quelques secondes. Monsieur le Premier ministre, au printemps prochain, ça fera presque 3 ans, nous serons patients. Simplement, ce que nous voulons, c'est un parlementarisme rationalisé, mais pas dévitalisé. Et nous ne voulons pas que le gouvernement s'érige en veto de l'action du Parlement. C'était ça le sens aussi de ma question, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et je voudrais, Monsieur le ministre, vous parler de la une du Figaro Magazine qui révèle que nos enfants subiraient à l'école un endoctrinement. Et à l'appui de cette thèse, le Figaro Magazine identifie 2 dérives, l'antiracisme et la lutte contre l'homophobie. Et je pensais jusqu'à cet instant que l'antiracisme et la lutte contre l'homophobie faisaient partie des valeurs universelles, de celles que décline la devise de la République, liberté, égalité et fraternité. Et vous dire que les enseignants et beaucoup de citoyens ont été choqués, étonnés par cette campagne ouverte par le Figaro Magazine. Monsieur le ministre, les enseignants ont besoin de vous entendre face à cette offensive. Ils ont besoin de vous entendre leur dire que oui, l'antiracisme, la lutte contre l'homophobie sont bien des valeurs que l'école a mission de transmettre aux enfants. Et ils ont besoin de vous entendre leur dire que vous les soutenez. C'est la réponse que je vous propose avec cette question. Monsieur, la réponse va être donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je vous remercie pour cette question-réponse et bien entendu, c'est avec plaisir que je vous laisse faire la suite de la réponse quand vous reprendrez la parole. Mais je voudrais dire des choses très simples et vous m'en donnez l'occasion, même si évidemment je n'ai pas vocation à réagir à chaque article de journal, sinon j'y passerai mes journées. Mais puisque vous m'interrogez, bien sûr, je vais vous répondre. L'école, je crois que nous en sommes tous d'accord, elle transmet des connaissances et des valeurs. Lorsqu'elle transmet des connaissances, elle est au cœur de son métier, l'instruction publique. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur lire, écrire, compter, respecter autrui. On est déjà dans votre sujet avec le respecter autrui.
Et quand elle transmet des connaissances, elle transmet ipso facto des valeurs. Parce que si on ne sait pas bien lire, on est déjà en difficulté sur la transmission de tout, y compris des valeurs. Et puis deuxièmement, elle transmet des valeurs. Et oui, elle le fait en complément de la famille, bien entendu. D'où l'importance d'avoir une convergence entre la famille et l'école. Et elle le fait au titre des principes de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et nous avons aussi beaucoup insisté sur laïcité, parce que laïcité, c'est le cadre qui permet justement l'épanouissement de ces principes. Je crois que ces idées-là sont claires, elles sont le socle républicain. Et il me semble qu'à gauche et à droite, au centre, partout dans l'hémicycle et en France, on serait capable d'être d'accord sur cela. Et bien entendu, la lutte contre le racisme, le féminisme, la lutte contre l'homophobie s'intègrent complètement dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je le dis très fortement. Et bien entendu, je soutiens les professeurs qui sont dans cette transmission des valeurs. Il n'y a aucun doute sur ce point. Maintenant, il est exact aussi que notre société est traversée parfois par des courants, parfois même venus de l'extérieur. Je l'ai beaucoup dit ces derniers temps, y compris des États-Unis, et que ceci a une influence dans certains cercles intellectuels et que ce n'est pas sans influence sur ce qui se passe à l'école. Et ce serait une erreur que de ne pas le voir. Je n'ai même pas lu ces articles dont vous parlez, j'ai juste vu le titre. Mais ce qui est important, de mon point de vue, c'est que nous soyons fermes sur les principes républicains et que nous le soyons sur la base de l'humanisme, qui ne soit pas donc dans la course victimaire, mais au contraire dans l'idée que c'est parce que nous avons tous, êtres humains, la même égale dignité, que nous défendons tout le monde et que nous défendons contre toute discrimination à l'école, au nom de l'humanisme et non pas au nom de la lutte des identités au sein de l'enceinte scolaire. Je vous remercie. Madame la présidente. Monsieur le ministre, en fait, votre réponse me va bien. Et je suis heureuse de vous avoir donné l'occasion de la prononcer ici au Sénat, et j'espère qu'elle ira jusqu'aux enseignants. Je voulais simplement vous dire qu'il y a effectivement des idéologies nouvelles sur lesquelles il y a des débats qu'on peut critiquer, aimer, un peu, beaucoup, pas du tout pour certains, mais que je crois que tout n'est pas égal. Je pense en particulier à la jeune Dina, cette élève qui s'est suicidée, victime de harcèlement scolaire. Elle était d'abord victime de harcèlement raciste, lesbophobe, homophobe. Elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus d'entendre « sale métisse » et « sale lesbienne ». Et je crois qu'aujourd'hui, dont il faut d'abord protéger nos élèves, c'est le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. C'est eux qui les tuent. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, fermeture de classes, fermeture de bureaux de poste, de trésorerie ou d'établissements de santé comme celui de Roquefraîche dans le Vaucluse, votre gouvernement opère une véritable casse du service public. Alors que vous vous étiez engagé de ne fermer aucune classe et aucune école rurale sans l'accord du maire, à la rentrée de septembre, la trajectoire observée est bien différente. La collaboration avec les collectivités territoriales semble avoir été délaissée au profit d'une application froide du seuil d'élèves qui ne prend pas en compte la réalité de nos territoires. Dans le Vaucluse, 33 fermetures de classes sont à déplorer, dont 3 à Apt, qui est pourtant un territoire très paupérisé. La réduction des horaires d'accueil, voire la fermeture des bureaux de poste, comme à Robion, sont le signe de l'absence totale de considération des usagers. La fermeture des trésoreries publiques comme à Langon, Paimpol ou encore Vaison-la-Romaine et la suppression de 5 700 lits d'hôpitaux en pleine pandémie en sont les exemples. Face à toutes ces disparitions, la seule réponse que vous apportez est la dématérialisation et la création de quelques maisons France Service en sollicitant financièrement les collectivités locales. Cette conception d'une société tournée uniquement vers les hyperconnectés et la concentration des services, sans considération de nos aînés, par exemple, n'est pas la nôtre. Expliquez-nous comment vous allez faire, Madame la Ministre, pour répondre concrètement aux besoins quotidiens des usagers. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame de Montchalin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que depuis 2017, de manière constante, ce gouvernement, et encore en 2021 et encore en 2022, remet des agents publics sur le terrain. Des policiers,
des greffiers, des enseignants. Il n'y a jamais eu autant d'enseignants dans le premier degré qu'aujourd'hui en 2022. Nous remettons des agents dans les préfectures et les sous-préfectures, alors qu'entre 2010 et 2017, la RGPP, puis votre politique ici à gauche, c'est moins 35% d'agents dans l'État territorial. Alors nous agissons. Nous agissons pour l'État, je viens de vous en parler, en 2021-2022, ce sont 5000 agents de plus dans nos départements de Carpentras, dans les sous-préfectures, dans les communes, les sous-préfectures de tout le pays, les préfectures et tous les endroits où les Français voient des agents de proximité. Et les services publics, c'est aussi, avec Jacqueline Gourault, avec les élus, une politique que nous assumons partenariale, pour mettre effectivement des espaces France Service qui ne sont pas des gadgets. Dans le Vaucluse, ce sont 20 espaces France Service. Il y en aura bientôt 23. Il y en a un par canton. C'est à moins de 20 minutes de chaque Français, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune, pour l'orienter pour toutes ces démarches. Ce programme France Service, c'est un programme qui a des résultats et qui est un programme qui est un succès partenarial. Nous ne sommes pas de ceux qui considérons que parce que c'est l'État qui fait, c'est bien, et quand c'est les élus qui font, c'est moins bien. Nous considérons que nous réussissons ensemble et que ce programme, que Jacqueline Gourault, que le budget encore de 2022 vient abonder de plus de 35 millions d'euros, il permet à chaque Français d'avoir près de chez lui un soutien. Et puis enfin, je ne suis pas de celles qui pensent que le numérique est forcément une difficulté. Les Français, ils veulent et du numérique et de la proximité. Et nous faisons du très bon numérique et de la grande proximité. C'est ça notre ambition. Et je pense qu'il vaudrait mieux dire aux Français la vérité que de rester dans des rengaines qui ont été celles de plusieurs majorités et qui n'ont pas conduit au résultat qui est déclamé. Monsieur, mon cher collègue, vous avez quelques secondes. Madame la ministre, le service public est l'amortisseur de la crise. Il est l'engagement de la nation au profit de ses concitoyens. C'est aussi l'égalité sociale. Ce sont les publics les plus fragiles qui subissent la disparition des services de proximité. Les services publics contribuent à rapprocher les Français avec les institutions et donc avec la démocratie. Dans le cadre du plan de relance et de reprise, où il y a plein de milliards d'euros, votre priorité, Madame la ministre, doit être le maintien et la création des services publics de proximité pour nos concitoyens. Merci.